Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que la vidéo concernant Xborg avec Louis Régis vous a plu. N'hésitez pas à aller la découvrir si vous l'avez loupé, je l'avais posté samedi matin. Je prends toujours beaucoup de plaisir à réaliser ce type de contenu et j'espère que ça vous plaît et on en fera plein à l'avenir. On va parler Bitcoin, clôture Bitcoin aujourd'hui, un nouveau gap, CME qui s'est positionné, c'est le 3e du mois de mai. On va parler également shutdown et on va parler options, on commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description à l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, même si vous êtes déjà trader amateur ou investisseur de long terme, que ce soit sur les cryptoactifs ou les marchés traditionnels. Je l'offre gratuitement, je l'utilise personnellement depuis plusieurs années. Et l'avantage, c'est que ça me supprime toute forme de stress. Je le rappelle, aujourd'hui, il y a plusieurs membres du Discord et aussi de la communauté des rois qui sont inscrits sur Bybit. Malheureusement, vous n'avez pas répondu au petit Google Form. Donc si vous vous reconnaissez par rapport à ces UID qui sont juste ici, n'hésitez pas à les répondre au petit Google Form, comme ça je peux vous payer les bonus. Et donc ils sont en attente, ils sont pour vous, 25$, promis, sur le spot. Après vous pouvez en faire ce que vous voulez, les mettre dans le spot, les utiliser pour des contrats futurs, ou même les retirer directement sur votre compte bancaire. Mais partez du principe que je n'ai pas ces Google Forms par rapport aux UID que vous avez sous les yeux. Donc toujours cette petite promo Bybit, comme ça je le rappelle, 25$ sur les contrats futurs qui sont offerts par Bybit, généralement livrés au bout de 15 jours. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous inscrire à l'événement, sinon vous n'êtes pas comptabilisé. Moi je double ce petit bonus directement sur le spot, mais il faut remplir le petit Google Form qui est ici, un double bonus Bybit, évidemment. Vous pouvez également récupérer 10$ assez facilement par rapport à un petit truc vis-à-vis de Bybit, ça permet en fait de limiter les frais par rapport au contrat futur ou même sur le spot, donc une dizaine de dollars si vous déposez 100$, c'est assez facile évidemment à récupérer. Aussi je le rappelle parce que j'ai eu une news mais j'arrive pas à la retrouver sur internet, si vous vous êtes en fait déjà inscrit sur Bybit depuis plusieurs mois maintenant, plusieurs semaines, et que vous n'avez pas en fait réalisé votre KYC, si vous le faites vous avez la possibilité dans vos récompenses d'aller récupérer 20$ qui viendra tout simplement diminuer vos frais de trading, que ce soit sur le spot ou que ce soit sur les contrats futurs, et évidemment, et vous avez également Apex, je le dis, je le rappelle, mais on en fait très peu la communication, mais je trouve que c'est un outil plutôt sympa, je l'utilise de temps en temps personnellement, puisque j'ai le petit Web3, en fait le wallet Web3 directement de Bybit, mais vous pouvez également utiliser, donc sans KYC, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent en fait trader sur Bitcoin, sur Ethereum ou d'autres cryptoactifs, mais sans KYC, il faut être relativement fantôme, j'ai envie de dire, ou discret si vous voulez, c'est pas complètement une mauvaise idée et c'est pas complètement irrationnel, partez du principe que Apex, c'est possible avec Bybit, et vous pouvez directement connecter vos portefeuilles, soit Bybit Wallet, soit le Metamask, soit un autre wallet, bien évidemment, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, on en avait parlé il y a quelques mois de cela, et ça fonctionne plutôt pas trop mal, il y a des gros market makers dessus, beaucoup de liquidités, et vous avez quelques petites crypto, il y en avait 5 il y a encore 3 mois en arrière ou 2 mois en arrière, et là, vous en avez près d'une quinzaine, voire une vingtaine. Donc voilà, ce que vous pouvez retrouver sur Bybit. Ça continue à aller dans le bon sens. Beaucoup proposent ce type de mécanisme, ce type d'outils. Et je pense que c'est toujours pour aller dans le sens de leur communauté. Et je trouve ça plutôt intéressant. On va parler Bybit. On est parti chercher une petite poche de liquidité. On en avait parlé ensemble. Le petit truc parfait, ce serait quoi? En fait, ce serait d'aller chercher une poche de liquidité, derrière réintégration. Et pourquoi pas aller chercher le haut du canal, donc le haut de ce range. Donc range trader, prenez vos responsabilités. Merci d'ailleurs d'avoir pris vos responsabilités. C'est actuellement ce qu'on est en train de constater sur des toutes petites time frames. Si on prend au niveau des clôtures de bougies, la clôture en weekly, maintenant je suis pas très content pour être tout à fait honnête avec vous. Pourquoi? Parce qu'on est parti avaler la précédente, tout simplement. Vous voyez ici la précédente bougie, donc une double avalement de bougie par rapport à la petite mèche. On oublie personne, c'est les rois. Moi je voulais vraiment qu'on clôture au-dessus des 27 000$ et on a clôturé juste en dessous des 27 000$. Donc est-ce que c'est un signal extrêmement baissier? Est-ce que ça veut dire qu'on peut aller chercher beaucoup plus bas, etc.? Ça reste un signal. Il faut tout simplement l'écouter. Il faut penser à écouter le marché. Pour moi, ce n'est pas une bonne clôture. Alors évidemment, la clôture que je regarde avec une très grande attention, c'est la clôture mensuelle. Donc je ne veux pas qu'on vienne clôturer en dessous des 26 987$. Je suis actuellement sur Bitfinex, vous pouvez le voir sur Coinbase, c'est assez similaire. Donc en gros, pour faire simple, je ne veux pas clôturer une bougie mensuelle sous les 27 000$. Ça, ce sera le gros signal pour moi qui dira « Ok, on est peut-être prêt à pouvoir retracer, ou en tout cas aller faire respirer le marché, pour pourquoi pas aller un peu plus profondément ». Donc je dis pas que c'est demain, je dis pas que c'est après-demain, je dis voilà, je suis plutôt sur des clôtures mensuelles, mais si on vient à dégrader tout au long de la semaine, et voire la semaine prochaine, partez du principe qu'il sera très probable qu'on vienne peut-être, et malheureusement, clôturer en dessous des 27 000$ une bougie en mensuel. Mais côté weekly,
Bon, c'est juste une petite tape derrière l'épaule, j'ai envie de vous dire. Pour l'instant, il n'y a rien de compliqué. Ce qu'on veut, c'est tout simplement avoir une réintégration et une accélération. D'ailleurs, si vous prenez des toutes petites timeframes, c'était jouable, hein, d'ailleurs. Je l'ai joué personnellement. Ce petit truc-là, on en avait discuté après le live avec R, avec Géo, etc. On avait fait un petit travail là-dessus par rapport à leurs propres indicateurs techniques. Bah, moi, personnellement, attends, est-ce que je l'ai ici? Voilà, hein, ça c'était prenable. Voilà. J'avais une petite divergence qui était potentielle en 4 heures, juste ici, que vous constatez comme moi, tout simplement. Si on vient clôturer en dessous de la bougie précédente, donc juste ici, c'était donc les 26 700 $ à peu près. Et c'est toujours intéressant puisque certains bears avaient rechargé leur short à partir de là, hein, c'était complètement cohérent, il n'y a pas de problème avec ça. Bah moi, si on venait en fait clôturer au-dessus avec une bougie de confirmation en H4, juste là, vous la voyez comme moi, hein, on va zoomer très très fort. Donc pour moi, j'ai eu la confirmation, ici l'acceptation, donc une position qui a été prise exactement sur les 26 700 $. Donc on a d'ailleurs bien fil tout le monde juste ici, hein. Je ne sais pas si vous le voyez comme moi. Hop, on va le grandir un peu. Voilà, sur cette bougie, vous voyez cette bougie ici, bah, tout le monde a été fil pour prendre la tendance, hein, pour récupérer en fait, et pourquoi pas aller chercher les hauts de range. Donc j'ai pris ce petit trade là, et puis le premier TP sera sur les 28 000 $. C'est toujours intéressant les 28 000 $ parce que soit il est entre guillemets maintenu, soit il est rejeté, mais s'il venait à être maintenu et accepté, vous revenez exactement sur la neutralité par rapport à tout ce volume profile, et si on venait accepter au-dessus, vous avez 80% de chance qu'on aille chercher le haut du canal, donc ce serait au minimum les 29 576 $ à peu près. Voilà, si vous voulez éventuellement, c'est un peu trop tard maintenant pour le jouer, il fallait se mettre un tout petit peu avant, mais ça peut complètement être invalidé, un peu plus de 0,3% de capital d'investissement là-dedans, ou de trading là-dedans, et c'est un petit trade qui était complètement prenable, mais comme j'en avais discuté vendredi après-midi avec quelques membres du Discord qui s'étaient retrouvés dans le vocal, dans la libre antenne, bah, je me suis dit, si ça vient me valider, bah, je le prends. Voilà, tout simplement. Donc bah, je l'ai pris. On aurait pu le prendre un tout petit peu après, pour le coup. Hein. J'avais aussi éventuellement une acceptation, une accélération au-dessus des 27 000 $. Je l'ai pris juste avant, parce que je voyais que ça continuait un petit peu à galérer, mais j'avais confirmé ma divergence. J'étais en bas de mon canal. Range Trader, prenez vos responsabilités. Acceptation, accélération. C'est exactement ce qui nous a été donné dimanche dans la journée. Et ben maintenant il faut le jouer, hein. Ça peut être complètement invalidé. Vous voyez ici que j'ai pas mon stop loss complètement au-dessous de la précédente mèche. On n'a rien à faire en fait sous la précédente mèche. Pour moi, si on vient chercher la précédente mèche, c'est pour une accélération baissière. Hein, voilà, donc on irait au minimum chercher les 25 000. Et pour moi, vous savez, hein, je pense qu'on irait plutôt chercher les 23 000, personnellement, par rapport à tout ce que je vous ai dit fin de semaine dernière et notamment pendant le live. Voilà, j'ai pas plus de choses à dire, donc je l'ai pris parce que j'en ai parlé. Quand je dis quelque chose, bah, je le fais généralement. Pour l'instant, ça semble bien se passer. Et si on vient me chercher mon premier stop ici sur les mon premier TP sur les 28 000 $, à ce moment-là, je relève mon stop à break-even puisque je n'ai que 2 tech profits là-dessus. Donc c'est du day trading. Hein. Voilà, on essaie de le tenir peut-être une semaine, ça coûte pas très cher. Donc un très faible risque ici, 2%, enfin c'est un très faible risque, non, c'est mon risque c'est 0,3% de mon capital de trading, donc c'est pas 2%, 2% n'a rien à faire, c'est juste qu'en fait les 2% ça permet en fait de vous donner votre légitimité vis-à-vis du montant de votre position, tout simplement, hein, le montant de votre position vis-à-vis du levier que vous allez sélectionner. Donc par exemple si j'avais ici, je veux mettre 250 $ dans ce trade-là, c'est 2,17%, donc je suis prêt à perdre 250 $, et ben mon levier sera égal à 250 $ pour aller chercher 2,7%. En revanche, donc je vous dis une bêtise, j'ai un levier x22 ici, mais par exemple, si j'avais décidé de prendre un trade comme ceci, bah vous comprenez que mon levier ne serait pas de x22. Mon levier serait plus près de x4, par exemple, ou de x7, tout simplement. J'espère que je vous ai aidé par rapport à ça. Mais on fait des travaux comme ça, et la libre antenne est beaucoup utilisée actuellement, notamment dans live trading, directement sur le Discord des Rois du Marché. Je vous invite chaudement à y faire un petit tour, vous, traders amateurs. Et ça permet tout simplement de parfaire notre stratégie et d'échanger, hein. Pas forcément nos opinions, pas forcément d'imposer quoi que ce soit. C'est toujours fait dans la bonne humeur et avec beaucoup de bienveillance, mais je trouve ça super intéressant et c'est vrai qu'il est de plus en plus utilisé. Donc merci pour ça à l'ensemble des membres de la communauté. On va parler options. Super important, option. Est-ce qu'on aurait potentiellement notre J-5 ici, avoir une résolution et une explosion haussière? Je pourrais presque titrer le titre de la vidéo J-5 avant explosion haussière et je vous expliquerai pourquoi on pourrait le titrer comme ça. Je reprends par rapport au 26 mai. Vous avez un strike à 32 000 $. Je vous le dis, je vous le redis. Je serais très surpris au vu en fait de notre situation actuelle par rapport au prix, qui n'a pas donné en fait de directionnel clair. Actuellement, on est toujours en train de ranger, qu'on n'essaie pas de faire une attaque haussière pour aller fil. En réalité, c'est 9000 BTC qui sont actuellement positionnés sur des calls, achats de calls sur les 32 000 $. Je pense franchement que en vue de tout ce qui est en train de se passer vis-à-vis de macroéconomie, vis-à-vis de tout ce que vous voulez, bah, ça n'a clairement pas changé par rapport à la semaine dernière et par rapport à la semaine d'avant et par rapport au mois dernier.
Hein, rien n'a changé réellement. On a toujours une inflation qui continue à décroître. On a une augmentation des taux, 0%, 0,25%. Bon, grosso modo, il reste tenu. Notre Jérôme Powell, on en parlera juste après si vous voulez. Mais grosso modo, rien n'a changé en un mois. Donc je ne change pas mon billet puisque rien n'a changé en l'espace de un mois. Vous avez également un strike price qui est très important au niveau de juin, du 30 juin 2023, ici sur les 35 000 $. On reparle encore de 9 000 bitcoins. C'est intéressant parce qu'il n'y était pas il y a encore 2 semaines. Si vous reprenez des vidéos, vous ne le voyez pas, celui-ci, cet énorme strike price sur les 35 000 $. Donc vous avez quand même un max price à 24 000 $. Je ne suis pas complètement... je suis pas aveugle par rapport à ça, mais encore une fois, partez du principe que vous avez des personnes qui, pour se couvrir de leur short, par exemple, achètent des calls. Voilà, c'est juste du hedging, si vous voulez. On se hedge beaucoup sur les options, et beaucoup de gros portefeuilles, des baleines, des whales, smart money, des institutionnels, se hedge vis-à-vis des options. Et c'est vrai qu'on a quand même une belle visibilité vis-à-vis de Deribit par rapport à ces options-là. Donc plutôt intéressant de l'observer. Et généralement, si on commence à accélérer, à repartir, entre guillemets, sur le haut de canal, généralement, vous avez des vraies accélérations haussières pour essayer d'aller filer, en réalité, ces strike price-là. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc ça se fait jamais 48 heures avant, ne nous y trompons pas. Et vous allez me dire, oui Hermès, t'es gentil avec tes options, etc. Mais est-ce que c'est déjà arrivé d'aller chercher ces strike price? Est-ce qu'on a déjà réussi à aller chercher ces trucs-là? Et oui, on a déjà réussi, et le dernier en date, que je me souvienne, et d'ailleurs ça nous avait surpris, ou pas surpris, mais c'est toujours pareil, le fondamental rattrape la technique, c'était ici, on était parti chercher des méga strike price au niveau des puts par rapport au crash de FTX. Voilà, il y avait pas mal de strike price qui étaient là, puisqu'on était relativement baissier pour le coup ici, donc on était en train d'essayer de voir s'il y avait des bottoms qui se mettaient en place. Ici, ça commence à accélérer, il y avait des gros strike price pour des personnes qui avaient long en fait ce marché. Bon, finalement, FTX est venu, reprenez peut-être des vidéos ou des captures d'écran sur le Discord, et vous allez voir qu'il y a des gros strike price qui ont été fill là-dessus, mais à plus ou moins 2-3 000 $. Donc c'était plutôt important. Maintenant, est-ce qu'il peut avoir une news catalysante aussi bonne que l'a été mauvaise FTX? Je le vois pas. Personnellement, je vois pas trop. Donc, ça pourrait peut-être arriver, je sais pas, le pivot, non, c'est à partir du mois prochain, éventuellement. Mais vous avez quand même quelque chose. Vous avez le discours de Jérôme Powell. Et ça peut être extrêmement catalysant. Vous l'aurez le vendredi 19 mai. Qu'est-ce qu'on attend? Des discours de Christine Lagarde, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on attend, en fait, ce discours? On va reprendre, en fait, si vous voulez, tout ce qu'on est en train d'observer par rapport au marché, et on reprendra, d'ailleurs, par rapport à différentes actualités. On a des options, ok. Vous avez le DXY d'ailleurs qui est actuellement sur des supports de marché. On entend quelques petites choses vis-à-vis de est-ce que ça va monter, est-ce que ça va cracher, est-ce que c'est la fin du dollar, est-ce qu'il y a la comment on appelle ça, la dédollarisation du système, fin de l'hégémonie du dollar, etc. Bon, pour l'instant, c'est pas ce qu'on observe. On est en train de travailler des supports. On a fait un retracement de moitié en moitié de temps par rapport au bottom de marché précédent. Bon, pour l'instant, pour moi, je ne vois pas du tout le dollar en train de s'effondrer littéralement. N'ayez, en fait, encore une fois, jamais raison trop tôt vis-à-vis de ces flux, si vous voulez. Et c'est plutôt des flux de sentiments qui sont d'ailleurs très changeants. Mais les flux de capitaux et de liquidités, pour l'instant, ils sont plutôt au calme plat. C'est encéphalogramme plat par rapport à ces liquidités qui sont actuellement complètement coupées par la réserve fédérale américaine et actuellement par le gouvernement américain, puisque Biden n'arrive pas à faire passer son super projet écologique, etc., de plusieurs centaines de milliards de dollars. Donc actuellement, il est d'ailleurs peut-être shutdown, et on en parlera bien sûr en fin de vidéo par rapport à ça. Donc vis-à-vis de ce que je suis en train d'observer vis-à-vis du DXY, pour l'instant, calme plat, c'est toujours la même chose. Vous avez également des taux directeurs qui sont sur des bottoms de marché, juste là, on est en train de travailler des bottoms de marché. Si vous avez en fait une dégradation relativement forte, au niveau du taux notamment à 2 ans, le taux court terme à 2 ans, et ça a toujours été bénéfique pour le Bitcoin. Si vous avez un écrasement au niveau du taux à 2 ans, c'est généralement bénéfique par rapport au Bitcoin. Donc, de part de là, vous aurez très probablement, si vous avez une chute assez franche au niveau des taux, vous aurez probablement une chute assez franche au niveau de dollars. Ça ne veut pas dire nécessairement que ce sera ultra bullish pour le Bitcoin. Pourquoi? Parce que ce sera relativement bearish pour toutes les autres classes d'actifs. Il faut vraiment le comprendre comme ça. Si vous avez un effondrement au niveau des dollars, c'est sur du très court terme, en réalité, c'est plutôt pas bon. Parce que ça veut dire qu'on aura des très mauvaises nouvelles. Et on ne sait pas d'où elles vont venir, ces mauvaises nouvelles. Mais vous avez également peut-être le pivot de la Fed. Mais le pivot de la Fed, on a compris que c'était pas pour tout de suite. Et je ne partage pas cette idée-là de dire qu'il y aura un pivot d'ici 3 mois ou d'ici 6 mois. Pour moi, on va garder en fait des taux relativement hauts. En tout cas, un plateau relativement haut tout au long de l'année 2023. Vous avez également le plafond de la dette, mais ce sera plutôt début juin, ici. Est-ce que ça peut éventuellement parvenir à une explosion au niveau du dollar, enfin une explosion au niveau du Bitcoin, etc., si on relève pas les taux de la dette, et si finalement les Américains vont être en défaut de paiement, c'est déjà arrivé, pour être tout à fait honnête avec vous. On a déjà vécu des périodes de shutdown, et d'ailleurs on va regarder ce que ça avait fait au niveau du cours, ça peut être super intéressant. Vous avez également toutes les faillites bancaires.
et je le rappelle, la faillite des États-Unis. Mais encore une fois, les États-Unis ne peuvent pas être en faillite, puisqu'un État, mécaniquement, par rapport à ce système de dette sur lequel nous reposons notre civilisation actuelle, un État ne peut pas faire faillite. Voilà, alors jusqu'à temps qu'il puisse le faire. Mais aujourd'hui, dans le contexte que nous naviguons aujourd'hui, vis-à-vis des mécanismes financiers que nous utilisons, un État ne peut pas faire faillite. Il peut faire défaut, mais il ne peut pas faire faillite, tout simplement. Donc est-ce qu'on peut jouer cela ? C'est super difficile de jouer cela. Et c'est encore plus difficile de jouer cela à levier. Pourquoi ? Parce que la grande difficulté, c'est est-ce qu'on a une explosion au niveau du dollar, un crash au niveau du dollar, une diminution au niveau des taux, mais une explosion au niveau des taux ? Est-ce qu'on est actuellement sur un VIX relativement plat actuellement, dans un peut-être élan de regain du VIX avec une peur extrême par rapport à un événement que personne n'avait vu venir, mais qui va probablement venir, peut-être encore une énorme banque comme BNP Paribas ou peut-être Goldman Sachs qui devrait faire faillite parce que finalement il a planqué pas mal de trucs sous le tapis qu'on vient de découvrir d'ici 48 heures, 72 heures, non, c'est impossible de le timer, pour être tout à fait honnête avec vous. Donc généralement, je fais toujours la même chose. Je ne fais strictement rien. Voilà, je fais en fonction de ce que je vois et non pas en fonction de ce que je crois. Et je reste complètement là-dessus et droit dans mes bottes. Si vous prenez à part les gaps, ici on peut les jouer les gaps également. Ça peut être intéressant de jouer des gaps de court terme. Vous avez un tout petit gap ici qui serait positionné. Donc par rapport à ce dimanche ici, vous l'avez là, à 26 700 $ à peu près. Vous avez un gap un tout petit peu plus haut, vous avez un gap d'un petit peu plus bas et un gap extrêmement bas qui pour moi 17 000 $ est considéré comme un gap de rupture. On n'est pas censé venir le chercher. Mais tous ceux qui sont en dessous, on peut venir les chercher puisque ce sont considérés comme des gaps de continuation. Donc qu'est-ce qu'on joue ? D'abord la hausse, après la baisse, etc. Généralement, la meilleure affaire dans ce type de contexte de marché, c'est de strictement rien faire et d'attraper les opportunités. La seule façon d'attraper ces opportunités, bien évidemment, c'est de garder du cash. J'espère que j'ai été clair par rapport à ça. Mais on sait quelques petites news, et des petites news super intéressantes. Le shutdown devient le plus long de l'histoire aux États-Unis. C'était quand, ça ? Vous vous rappelez ? C'était le 12 janvier 2019. Sous l'ère Trump. Pourquoi il y a eu un énorme shutdown et pourquoi en fait on avait le Congrès avait refusé entre guillemets l'augmentation, l'élévation du plafond de la dette et de passer, si vous voulez, le grand projet de Donald Trump par rapport à des financements qui étaient des financements fédéraux. C'est très simple, c'était ceci. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était par rapport à son énorme mur. Il voulait construire un mur, vous savez, voilà. Aucun compromis n'a pu être trouvé par le président républicain qui réclame 5,7 milliards de $ pour construire son mur anti-migrants à la frontière avec le Mexique. Vous vous rappelez de cette histoire-là ? Donc ça a été le shutdown le plus long de l'histoire. Ça a duré plus d'un mois. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette situation-là. Qu'est-ce qui s'était passé sur Bitcoin ? Vous vous rappelez ce qui s'était passé sur Bitcoin pendant ce énorme shutdown ? On peut le reprendre bien évidemment ensemble. C'était juste ici. Voilà, hop, pardon. On va le reprendre. Il s'était rien passé en 2019. Voilà. Décembre 2018 jusqu'à février 2019, rien passé. Même plutôt un petit peu dégradé au niveau du Bitcoin. Vous les avez tous ici, les shutdowns, en fait. Vous les avez ici de 22 décembre, 22 janvier. Vous avez le 9 février, 9 février. Vous avez le 20 janvier, 22 janvier. Qu'est-ce qui s'était passé pendant ces périodes-là ? Rien. En fait, c'était même plutôt dégradant par rapport au Bitcoin, puisque c'était considéré à ce moment-là pas comme de l'or 2.0, mais plutôt comme une valeur technologique exponentielle et to the moon, si vous voulez, le nouveau presque hors numérique, si vous voulez, ou la monnaie numérique 2.0, tout ce que vous voulez. Donc ça a mal été perçu par les marchés, bien évidemment, et ça avait plutôt suivi cette contraction au niveau des marchés financiers, puisque les marchés, vous savez, ce qu'ils n'aiment pas, l'incertitude. Vous en avez eu un autre. Et là, ça a fait plutôt peur, mais ça a été dans une forme de résonance par rapport à des premiers sachants qui s'étaient déjà positionnés. Et rappelez-vous de cette date-là, c'était clairement 2012. Parce qu'avant 2012, si vous voulez, le Bitcoin était considéré un petit peu pour vraiment dédié pour des développeurs, des geeks, anarchistes, tout ce que vous voulez. Donc c'était pas, et c'est comme ça que naissent les révolutions technologiques et les ruptures technologiques, c'est généralement dans la marginalisation des usages que naît en fait le plus grand génie, bien évidemment. Ça vous l'avez dans l'histoire, ça a été répété avec tous ces grands savants et qu'on pouvait même appréhender comme des savants fous qui se sont révélés être de grands génies ou de grands enfants, bien évidemment. Soit vous êtes un enfant, soit vous êtes un fou. Dans les deux cas, le génie s'opère dans ces représentations-là, en tout cas les représentations de la majorité qu'on peut faire vis-à-vis de ces individus-là. Donc c'est à peu près ce qui s'était passé entre 2009, si vous voulez, vis-à-vis de Bitcoin et 2012, et puis il y a eu un changement par rapport à 2013, mais vous vous rappelez qu'il y avait eu un shutdown de 7 jours vis-à-vis d'Obama, par rapport à ça. Alors, je ne le sais plus, peut-être que c'est marqué là, mais je crois que c'était par rapport à son... Oui, c'est ça, voilà, Patient Protection and
Affordable Care Act, en fait, c'était par rapport à sa pseudo-sécurité sociale. Vous vous rappelez de ça? Et il y avait eu un énorme shutdown. Mais il n'y en avait pas eu depuis 95-96. Donc vous avez fait flipper tout le monde. Non, ça faisait quand même plusieurs dizaines d'années qu'il n'y avait pas eu shutdown. Qu'est-ce qui s'était passé sur Bitcoin? On peut revenir un petit peu dans l'histoire si vous voulez. Mais il s'était passé ça. Donc on a pris un petit coup derrière la tête. Bon, il n'y avait pas beaucoup d'échangeurs, etc. à ce moment-là. Vous comprenez un peu l'histoire, mais voilà ce que ça... On partait en bull run, si vous voulez, par rapport à cette temporalité, timing, etc. Et on avait fait le shutdown qui était plutôt prometteur vis-à-vis des États-Unis. Donc, est-ce qu'on le joue, est-ce qu'on le joue pas? Est-ce que c'est bullish, est-ce que c'est bearish? Bah voilà, vous l'avez sous les yeux. Bah des fois c'est bullish, des fois c'est bearish. C'est impossible à timer en réalité, mais de façon relativement claire, il faut juste comprendre quelque chose par rapport à ce qui est en train de se passer actuellement, par rapport au plafond de la dette. C'est pas quelque chose de nouveau. Les shutdowns, c'est déjà arrivé. Et ça arrive, en fait, relativement régulièrement. Ils en ont pris 3 dans le bastos, en fait, Trump. Et je pense que aujourd'hui, au Congrès, vous avez beaucoup de Trumpistes qui vont très probablement bien enquiquiner les démocrates. Donc, est-ce que vous pensez oui ou non qu'il y aura un shutdown? Eh ben moi, je pense qu'il y aura un shutdown. Comme ça, je vous le dis. Voilà. Je suis sûr qu'ils vont les enquiquiner. Parce que c'est ce qu'ils ont fait pendant les premières années de mandat, entre guillemets, vis-à-vis de Donald Trump. Et je pense qu'ils vont avoir leur revanche par rapport à son grand plan écologiste. Pourquoi grand plan écologie, je sais pas quoi, etc. Parce que Trump, il pense que l'écologie, c'est de la fumisterie. Voilà. Et quand chez lui il neige, il dit vive le réchauffement climatique, j'arrive pas à sortir de chez moi avec ma Bentley. Donc partez du principe qu'ils ont trouvé le bon truc, si vous voulez, pour bloquer les projets d'investissement, notamment par l'impôt, si vous voulez, par l'argent fédéral, par l'argent des Américains. Et ben je pense qu'ils vont le bloquer, et pas qu'un peu, si vous le souhaitez, si vous voulez vraiment le comprendre. Parce que là, pour le coup, on a eu les derniers échos, il y a encore 2 jours en arrière, il y a 0 trucs qui sont sortis de la réunion. 0. Donc préparez-vous au shutdown. Voilà. Est-ce que ça va avoir quelque chose au niveau du marché? Reprenez vos graphiques et regardez ce qui se passe quand il y a des shutdowns. Il ne se passe pas grand-chose en réalité, pour être tout à fait honnête avec vous. Et ça avait duré longtemps, 1 mois et 3 jours. C'est le record depuis Bill Clinton, de record dépassé en 2018-2019. Ça n'a pas été mauvais après pour le Bitcoin, pour le coup, parce qu'on avait fait une belle accélération haussière, juste ici. D'accord? Est-ce que ça va être différent? La question reste ouverte. Voilà, j'espère que je vous ai aidé par rapport à ça. Et finalement, Trump cède pour sortir du shutdown le plus long de l'histoire des États-Unis, et puis Biden lâchera. Tout simplement. Et lui, c'était une tête dure. Pour le coup, on commençait vraiment à flipper à ce moment-là. Et Bitcoin en a d'ailleurs plutôt bien profité. J'ai d'autres petits... Voilà, d'ailleurs, il y avait eu ça aussi. Biden signe le projet de loi de financement pour éviter le shutdown. Donc il avait signé une loi pour... il avait évité de justesse, mais il avait à ce moment-là déjà une grande partie du Congrès, etc. Donc c'était en décembre 2021. Donc là, il l'a plus. Donc c'est différent par rapport à 2021, il faut juste le comprendre. Je finis juste là-dessus. Je pense que c'est vraiment important de le rappeler avec vous. Des échanges crypto américains ont listé de nombreux jetons jugés illégaux par la SEC. Pourquoi je vous dis des échangeurs crypto américains ont listé de nombreux jetons jugés illégaux par la SEC? On peut parler de XRP, on peut parler de Dash, on peut parler de plein de crypto-monnaies que vous connaissez et qui sont d'ailleurs probablement dans nos portefeuilles. C'est parce qu'il y a quelque chose qui tourne actuellement sur Twitter et qui a beaucoup tourné sur le Discord. 76 cryptos ont été jugés illégales par la SEC. Non, c'est vite dit. C'est juste ces échangeurs, en fonction des remontrances de la SEC, qui ont en fait listé des cryptoactifs qui pourraient être jugés comme illégaux vis-à-vis de la SEC. Rien n'est jugé, rien n'est avancé, rien n'est décidé, rien n'est définitif. Voilà, c'est juste que pour avoir de la visibilité, et pour que si jamais la SEC veut aller jusqu'au bout, pour tout faire passer Security, ça passera de toute manière devant la justice, et à ce moment-là, ils ont besoin d'éléments. Et bien évidemment que les échangeurs vont défendre leur bout de gras. C'est normal, c'est leur business. Donc effectivement, en fonction des derniers écrits de la SEC ou des derniers rapports de la SEC, il y aurait près de 76 crypto-monnaies qui sont détenues actuellement dans les échangeurs américains et notamment Kraken, comme quoi ce serait jugé, présumé ou illégal. Voilà, vis-à-vis de la SEC. Mais pour l'instant, rien n'est fait. Ce sont juste des esquisses, ce sont juste des écrits, ce sont juste des... comment on peut dire ça, des possibilités. Voilà, on se détend et tout va bien dans le meilleur des mondes. Côté inflation, on le regarde encore au niveau de Truthflation, ça s'éclate par le bas. Donc je pense que c'est au niveau de l'immobilier américain.
L'immobilier américain, si l'immobilier va bien, tout va bien. Si l'immobilier américain va pas bien, bah, tout va mal. Et on est peut-être en train de vivre un truc pas très bien là. Donc certains qui attendent des cataclysmes, etc., je vais commencer, moi, tout au long de la semaine, de le regarder du côté de l'immobilier. On a pas mal de trucs en Europe, notamment vis-à-vis de Christine Lagarde, etc., et notamment en France, où vous êtes passé de moins 40 à moins 60% des dossiers qui sont refusés aujourd'hui auprès des services bancaires. Il faut le comprendre comme ça. Donc à mon avis, enfin, si on continue dans ce sens-là, si on n'a pas un signe réel au niveau de la liquidité ou une pression de nos gouvernements vis-à-vis du secteur bancaire pour nous envoyer de la planche à billets, et honnêtement, enfin, pas de la planche à billets, mais pour nous aider dans l'octroi de crédit, donc qui reprennent le risque si vous voulez, on peut prendre les trucs à 4%, 5%. C'est juste en fait qui prend le risque. Et bien, actuellement, le risque, c'est plutôt les banques qui le prennent, actuellement pas l'État, si vous voulez. Donc il faut avoir un signal dans ce sens-là et de ce côté-là. Et actuellement, on n'a pas de signaux. Le seul signal qu'on a, c'est qu'il y a notre petit livret A, et ça, vous l'avez dû le voir passer sur BFM ou sur peut-être des médias mainstream, je pense, traditionnels, par rapport à 3,5 milliards de dollars de collecte du livret A ou des livrets d'épargne populaire ou du PEL, etc., qui vont être capturés par l'État, par le Trésor, pour pouvoir en fait financer vis-à-vis de promoteurs immobiliers près de 450 logements, ou je sais plus combien, 450 immeubles, un truc comme ça, bon, pour 3,5 milliards de dollars. Ça sert juste à un truc, pour pas qu'ils soient en faillite. Parce que ce qui est en train de se passer actuellement, c'est que vous êtes un constructeur immobilier, vous appelez Enedis, vous appelez je sais pas trop quoi, vous êtes un gros constructeur immobilier, et ben si vous n'avez pas 80% de ventes fermes par rapport à votre logement, il ne prend pas terre. Il ne sort pas de terre. Sauf qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train d'observer, c'est qu'ils sont très loin d'avoir les 80% de remplissage. Ils ont tout, hein, ils ont le permis de construire, ils ont les machins, ils ont les archives, ils ont tout ce que vous voulez, mais maintenant il faut du client. Et le problème, c'est que le client, il se revoit refuser leur crédit. Et en fait, ce qu'ils sont en train de faire, on est presque en train de faire un truc un peu à l'espagnol. C'est-à-dire qu'ok, il n'y a pas de problème, on prend la charge. De toute manière, on a besoin de logement. Ouais, mais les gens n'ont pas d'argent pour pouvoir payer ou acheter leur logement. Donc, à un moment donné, on peut se diriger, donc ce ne sera pas demain, hein, mais on peut se diriger un petit peu avec une crise immobilière qu'avaient vécu un petit peu les Espagnols, et ça avait commencé comme ça, pour être tout à fait honnête avec vous, et c'était il n'y a pas si longtemps que ça, hein, pour ceux qui s'en souviennent, bien évidemment. Donc on faut peut-être regarder du côté des États-Unis, ou enfin du côté de l'immobilier, il y a peut-être un truc qui est en train de se passer, parce que c'est en train de se dégrader relativement franchement. Et la dégradation de l'immobilier, ça pèse très lourd sur le PIB des pays, hein, et notamment de la France, et notamment des États-Unis, et partout en Europe. Voilà, c'était juste ce que je voulais vous rappeler dans cette vidéo. J'espère que je vous ai aidé. J'ai pas plus de choses à dire, je pense qu'on a clairement fait le tour, hormis quelques explosions au niveau des open interest, mais c'est funding négatif land ici, et puis on a une dégradation au niveau des longues plutôt en faveur des shorts, enfin des shorts plutôt en faveur des longues ici, et vous avez une toute petite décroissance au niveau des ratios long-short, acceptation, accélération, confirmation, hein, c'est à peu près ce que je joue ici sur ce trade, hein, tout simplement. J'ai eu ma confirmation, j'attends mon acceptation, j'ai eu mon acceptation, j'attends l'accélération, et on est en train de vivre cette petite accélération. Je serais curieux de savoir si on arrive à s'affranchir des 28 000 $, parce que si on s'affranchit des 28 000 $, 80% de chance d'aller chercher les 30 derrière. Tous les bears avec qui j'ai discuté, ou en tout cas une très grande majorité des bears avec qui j'ai discuté, s'invalideront à l'ATH précédent, l'ATH court terme, donc au-dessus des 31 000 $. Sinon, les bears resteraient bears. Pas de problème avec ça. L'objectif pour nous, les boules, c'est de vous déloger, et vous, les bears, c'est de nous assassiner ou de nous renvoyer plus bas que terre. Et puis j'ai l'objectif beaucoup plus bas. Pour moi, si on vient à perdre ces précédents lots, juste là, et si on vient à perdre les 25 000 $, pour moi, c'est direction au minimum les 21 000 $. Comme ça, vous avez l'exact plan de Hermès. Je ne bougerai pas ou je réinvestirai, moi personnellement, dans Bitcoin si on vient à s'affranchir des 19 300 $. C'est toujours la même chose. Ce sera catalysé par quelque chose que je ne connais pas. Donc, j'attends toujours que le marché vienne à moi. Pourquoi je ne rachète pas du Bitcoin ici? Parce que j'en ai racheté moins cher, tout simplement. Et l'objectif, c'est d'acheter quand ça baisse et de vendre quand ça monte. Donc, comme j'en ai racheté à 23 600, 23 800 $, enfin, en dessous des 24 000 $, je ne vais pas racheter ici du Bitcoin, sauf si dollar cost average, etc. Mais on n'est pas sur du tout la même stratégie. Je fais du dollar cost average, mais pas sur Bitcoin, personnellement, sur un panier d'actifs numériques. J'espère que je vous ai aidé, j'espère qu'on a fait le tour de tout ce qu'on voulait dire. Donc, moi j'attends juste ça. Discours de Jérôme Powell, donc une question à se poser, plutôt un quiche, plutôt dovish. C'est ça qu'il va falloir en fait essayer de déceler de ce discours de Jérôme Powell. Est-ce qu'il va dire, ok, on lève un peu le pied, ou est-ce qu'il va rester dans son délire pour dire,
Non, les banques américaines sont solides, les banques américaines sont fortes, les banques américaines sont safe. Et Biden a dit que les banques américaines étaient safe, vos fonds sont safe. Vous mettez CZ et vous mettez Biden, même chose. Ok, pas de problème. Un peu compliqué quand même. Donc, est-ce qu'ils vont garder en fait cette politique verbale, si vous voulez, qui n'a pas changé depuis des mois et des mois et des mois, ou est-ce que ça va changer? Et le moindre changement, plutôt dans le bon sens, eh ben, permettrait peut-être d'avoir des résolutions haussières ou des explosions haussières. Faites attention, pourquoi? Si vous ressentez ça, ce sera bullish à court terme, mais très bearish à moyen terme. Pourquoi? Parce que si vous avez, en fait, je prends le S&P 500, si vous voyez ceci par rapport à un discours beaucoup plus mesuré et beaucoup plus enclin à une réduction ou à un pivot ou à un arrêt ou à des... Vous comprenez, si vous avez un discours plutôt positif, vous verrez ce type de choses. Mais ça voudra dire quoi? Ça veut dire que Powell avoue qu'il est allé trop loin. Et s'il avoue qu'il est allé trop loin, qu'est-ce qui nous attend derrière? Une récession. Et les récessions sont généralement violentes. Voilà, et le marché price violemment les récessions. Mais ils ont besoin, c'est toujours la même chose, on va penser que ça y est, on est sorti d'affaires, on va penser ça y est, c'est bullish, on va avoir le pivot de la Fed, on va avoir tout ça. Non, en fait, une accélération haussière, ce sera sortir absolument de ce marché. En tout cas, ne pas se surexposer, ou ne pas rajouter, entre guillemets, à être dans la montée, si vous voulez. C'est vraiment comme ça qu'il faut le comprendre, et je vais être plutôt ferme peut-être par rapport à ça, puisque je suis clairement pas le seul à le dire. Que si on a des bonnes nouvelles vis-à-vis de la Fed, en fait ce sera une très mauvaise nouvelle pour l'économie. Parce que ça veut dire qu'ils seront allés trop loin, ils avoueraient en fait peut-être à demi-mot, et c'est ça qu'il va falloir traduire pour ce discours de vendredi prochain. Est-ce que oui ou non il avoue qu'il est allé trop loin? Honnêtement, je pense pas. Comme ça, on est clair dans les trucs. Je pense qu'il va rester droit dans ses bottes et que, au même titre que l'inflation, il comprendra pas pourquoi les marchés se sont crashés littéralement et pourquoi on est en récession. Alors, mais je pense que Jérôme Powell, c'est bien ce qu'il fait. Enfin, c'est bien ce qu'il fait. C'est pas bien ce qu'il fait, mais c'est ce qu'il fait. Voilà. Et il faut juste comprendre son narratif et son objectif. Il est toujours le même. C'est d'avoir un dollar fort. Voilà. L'objectif de Jérôme Powell, c'est pas de voir le dollar faire ceci. L'objectif de Jérôme Powell, c'est voir le dollar faire ceci. Tout simplement. D'avoir un dollar fort au détriment de l'emploi, au détriment des Américains, au détriment du reste du monde, au détriment de tout ce que vous voulez. Lui, on lui a confié les clés d'une institution centenaire américaine. Le dollar fort. Voilà. Ni plus, ni moins. Et il sera avec nous jusqu'en 2026, Jérôme Powell. Préparez-vous à ça, bien évidemment.